certaines portes s'ouvrent avec des clés, d'autres seulement quand on les déverrouille. Alors, dites-nous dans les commentaires ci-dessous, à quand remonte la dernière fois où quelqu'un vous a complètement mal jugé. Aubrey Murphy ne broncha pas lorsque l'homme se plaça droit sur elle. À peine avait-elle atteint le bas des marches du palais de justice que la première interruption survint. Il se tenait fermement, planté comme des racines craquant dans le ciment, et sa main flottait à quelques centimètres de son étui. L'uniforme de l'homme était serré sur la poitrine, son badge brillait sur le tissu bleu foncé, mais ses yeux ne brillaient pas. Au contraire, il scrutait de haut en bas, non pas à la recherche d'un danger, mais d'un jugement. « Madame » aboya-t-il. Sans qu'on le lui demande, sans qu'on le veuille. Il aboya. « Les salles d'audience sont réservées aux visiteurs autorisés. Vous devrez vous enregistrer. » Aubrey, du haut de son mètre 75 et drapé dans un tailleur pantalon bleu marine qui avait plus fait parler de lui que de défiler, ne ralentit pas sa foulée. Elle marqua une pause, croisa son regard et parla du ton de quelqu'un qui s'était depuis longtemps habitué à ce rôle. « Je suis autorisé, répondit-elle d'un ton neutre. L'homme, Chuck Nelson, son badge fièrement affiché, sourit comme si elle venait de lui dire qu'elle était la reine d'Angleterre. « Et vous êtes quoi? Aide juridique? Interprète? Travailleur social ?» Les portes du palais de justice se dressaient derrière lui, épaisses et imposantes, attendant que le bon type d'histoire les franchisse. Aubrey laissa échapper un léger soupir et attrapa son badge, toujours caché dans la doublure de sa serviette. Elle savait que le montrer maintenant n'aurait aucune importance, pas encore. Chuck n'attendit pas. Il s'approcha, baissant la voix, comme s'ils étaient complices. « Écoute, je comprends. Tu as probablement des papiers à déposer pour l'un de tes employés. Ça va. Fais un tour à l'arrière et demande les services du greffier. Ils s'occuperont de tout. » La mâchoire d'Aubrey ne se crispa pas. Ses épaules ne se soulevèrent pas. Ses yeux ne s'embrasèrent pas. Elle s'était entraînée à ne pas faire ça depuis longtemps, car réagir ne faisait que les rendre plus grands. « Merci pour les conseils, dit-elle en le dépassant. Il s'avança pour la bloquer à nouveau. Elle s'arrêta. Il la fixa. Elle attendit. Le silence dansa entre eux comme un grésillement. Puis, un deuxième agent de sécurité, plus jeune, plus mince mais non moins confiant, a appelé sur le côté. Et, il n'y avait plus de chèque à la sortie. « Tu veux le prendre ?» Chuck la regarda une dernière fois et marmonna quelque chose en se détournant. Elle le regarda s'éloigner, se préparant déjà à la prochaine supposition qui lui viendrait d'ailleurs. Il franchit les portes du tribunal. Elles ne s'ouvrirent pas pour elle, elles se rendirent. À l'intérieur, le chaos avait déjà commencé. Les téléphones sonnaient au rythme des tambours de guerre. Les talons claquaient comme des menaces acérées sur le carrelage. Les avocats se croisaient sans se regarder, les bras chargés de dossiers et d'intentions. Quelqu'un la heurta par l'épaule sans s'excuser. Une autre la regarda rapidement et murmura quelque chose à son collègue, déclenchant un rire partagé. Elle passa devant eux tous. Aubrey n'avait pas sa place ici, non pas parce qu'elle n'était pas qualifiée, ni parce qu'elle n'avait pas l'air d'être à la hauteur, mais parce que cet espace, cette salle d'audience, ce verre, ce marbre n'était pas fait pour quelqu'un comme elle. Pas à l'origine. Et pourtant, elle était là. Lorsqu'elle entra dans l'ascenseur, une femme déjà à l'intérieur, blanche, grande, le rouge à lèvres rouges vif comme son blazer, tenait sa mallette près de sa poitrine. « Tu vas à 4 heures ?» demanda la femme. « 7, » répondit Aubrey. La femme n'a pas caché sa double prise. Les salles de réunion, le parquet, le droit de la famille, tout cela se trouvait aux étages 2 à 5. Le 7e était différent. C'était réservé aux juges. Les stagiaires ne montent généralement pas au-delà du 5e, dit la femme, sans sourire. Je ne suis pas stagiaire. La femme inclina légèrement la tête, mais ne dit rien d'autre. Ou 7. Le juge Harold Weissman attendait devant son cabinet. 72 ans, cheveux gris comme de la laine d'acier, et réputé pour ses décisions si tranchées qu'elles auraient pu graver la pierre. Son regard s'illumina en la voyant, sincère. Aubrey Murphy, dit-il avec la chaleur de quelqu'un qui n'avait pas oublié ce qu'était la gentillesse. Bienvenue. Elle expira. Pas de soulagement, juste un étalonnage. Finalement, quelqu'un lui parlait comme si elle lui appartenait. Merci, monsieur. Il lui fit signe d'entrer, puis lui tendit la robe noire pliée sur son avant-bras comme un parchemin sacré. J'espère que vous n'avez eu aucun mal à entrer.
Il n'a pas menti. Mais elle n'a pas non plus tout raconté. C'était instructif. L'homme du vice fit un signe de tête entendu. Ils apprendront bien assez tôt. En entrant dans son bureau, elle aperçut son reflet dans la porte vitrée, une jeune femme noire aux cheveux bouclés soigneusement tirés en arrière, tenant une robe de juge contre sa poitrine. Toujours petite, toujours calme, toujours inarrêtable. De retour dans le hall, Chuck Nelson reprit enfin son poste. Il se versa une gorgée de café amer et jeta un coup d'œil vers les ascenseurs. Quelque chose clochait, mais il ignorait quoi. Son partenaire s'est penché. « Tu as entendu parler de la nouvelle nomination ?» demanda le partenaire. La plus jeune de ce circuit. On dit qu'elle est sortie major de sa promotion. Yel. Une vraie dure à cuire. Chuck haussa les épaules. Laisse-moi deviner. Un blanc barbu et plein de rançéures. L'ascenseur sonna à nouveau. Weissman, seul, dépassa. Il ajusta sa veste et se tourna vers le banc. Chuck ne savait pas ce qui allait arriver. Pas encore. Il y avait des choses qu'il ne voyait pas lorsqu'il regardait Aubrey Murphy. Ils n'ont pas vu les séances d'études à 3 heures du matin à l'arrière d'un restaurant ouvert 24h24 près de Lille 95, où elle feuilletait des fiches de droit de la responsabilité civile tout en servant les tables dans la salle principale. Il y a des années, il n'avait pas vu l'adolescente vêtue d'un blazer d'occasion se tenir devant le palais de justice, tenant un carnet tandis que sa mère se disputait avec un propriétaire à l'intérieur. Ils n'ont pas vu la façon dont elle a appris à transformer sa douleur en une arme qui ressemblait à de la discipline. Ils ont juste vu une femme qui, à leurs yeux, ne ressemblait pas à une juge. Mais c'était bien. Aubrey n'avait pas besoin qu'il la voie. Elle avait juste besoin qu'il la sente. Ses talons claquaient sans cesse tandis qu'elle suivait le juge Weissman dans un long couloir de marbre. La robe drapée sur son bras tel un drapeau de victoire silencieuse. Chaque pas en avant lui rappelait chaque regard en arrière qu'elle avait ignoré, chaque fois qu'on avait tenté de la remettre en question, de la détourner, de la rabaisser. Le couloir donnait sur le cabinet du juge, un espace calme avec des étagères assez hautes pour engloutir quelqu'un. Les plafonds étaient hauts et voûtés, et l'air était chargé d'odeurs de cuir vieilli et de vieilles valises. Le bureau du greffier à l'extérieur bourdonnait d'activité, mais à l'intérieur de ses murs, il était calme. Weissman versa 2 tasses de café, une noire, une avec de la crème, dont il se souvenait. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il sans la regarder. « Non », dit-elle en pliant la robe et en la déposant sur le bord de la chaise. « Je suis prête. » Il sourit à cela. Pas le genre de sourire destiné à l'encourager, mais celui qui voulait la saluer. Il prit une gorgée et fit un signe de tête vers la fenêtre. « Tu vois ce banc de l'autre côté de la rue ?» demanda-t-il. Aubrey s'avança, suivant son doigt. Le banc était vieux, avec une structure en fer, et la peinture s'écaillait le long des accoudoirs. Derrière lui, une bouche d'égout fissurée fumait et les pigeons faisaient déjà la queue pour leur pain quotidien. « J'étais assis là tous les matins l'année de mes débuts ici », a-t-il déclaré. J'observais les avocats passer, ceux qui saluaient le concierge qui l'ignorait, ceux qui laissaient la porte se refermer sur quelqu'un derrière eux. On peut en apprendre beaucoup sur les gens rien qu'en observant ce qu'ils font quand ils pensent que personne ne les remarque. Aubrey resta silencieux. Il la regarda alors, le ton légèrement modifié. « Vous allez changer les choses, que vous le vouliez ou non, simplement en entrant dans ce tribunal. » Elle ne broncha pas. Elle le savait déjà. Mais elle comprenait aussi que ce travail n'avait rien à voir avec le symbolisme. Il ne s'agissait pas de communiqués de presse, d'initiatives en faveur de la diversité, ni de faire la une des journaux. Non, il s'agissait d'être meilleur que tous, surtout quand personne n'applaudissait, quand personne ne regardait et quand tout semblait écrasant et douloureusement solitaire à porter seul. On frappa soudain à la porte de la chambre. « 5 minutes » cria le greffier. Aubrey hocha la tête, enfila sa robe et sentit son poids peser lourdement sur ses épaules. En bas, la salle d'audience vibrait d'une tension silencieuse. La salle n'était pas bondée, mais les personnes présentes avaient une certaine importance. Les caméras clignotaient en rouge aux 4 coins de la galerie. Les journalistes griffonnaient des noms sur leurs bloc-notes, et un jeune homme à la table de la défense fixait ses mains jointes, comme si elle pouvait parler en son nom. Ce n'était pas une petite affaire. Il s'agissait d'une arrestation injustifiée très médiatisée, d'accusations contre un commissariat déjà sous surveillance, et d'un avocat connu pour son intransigeance tout en conservant une image publique bienveillante. Aubrey avait lu les dossiers à 2 reprises, puis à nouveau ce matin-là, avec un regard neuf non pas par crainte de manquer quelque chose,
mais parce qu'elle savait qu'il surveillerait ses moindres faits et gestes, s'attendant à ce qu'elle dérape. Les murmures s'intensifièrent lorsque la porte latérale s'ouvrit. Le juge Weissman entra le premier, grand et familier. Puis vint Aubrey. Les murmures cessèrent brusquement, comme si quelqu'un avait tiré sur le cordon d'un tourne-disque. Toute la salle attendait, le souffle coupé, si la musique allait reprendre ou s'interrompre. Les yeux de l'avocat de la défense se plissèrent brusquement. Le procureur resta bouche bée. Même l'huissier s'y arrêta à 2 fois, mais personne n'osa parler. Elle était là, en robe noire, la tête haute, le marteau à la main. Elle prit place, ajusta le micro et dit distinctement, « L'audience est ouverte. » L'honorable juge Aubrey Murphy préside. Sa voix était posée, mesurée et sans complexe. Tandis qu'elle scrutait la salle d'audience, son regard s'accrocha à celui de Chuck Nelson. Il se tenait près du mur de la galerie, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. Il s'était arrêté au milieu d'une gorgée de café, une goutte coulant sur son menton sans qu'il le remarque. Il ressemblait à un homme qui vient de voir un fantôme entrer dans son salon pour réclamer un loyer. Aubrey ne sia pas. Se tournant vers le greffier, elle fit le premier geste. Plus tard dans la journée, pendant la récréation, Aubrey retourna dans son bureau, refermant doucement la porte derrière elle. Elle s'y appuya un instant, s'autorisant une seule inspiration. Une seule. Puis on frappa à nouveau. C'était Weissman. Il entra, lui tendit un dossier et inclina la tête avec une fierté discrète. « Ils se souviendront d'aujourd'hui, dit-il. »« Je n'ai pas besoin qu'ils se souviennent de moi, répondit-elle. J'ai besoin qu'ils respectent mon siège. » Comité calme, a-t-il conseillé. Ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas bronché. Et ils l'ont vu. Elle hocha brièvement la tête et se rassit sur le banc, non pas le banc physique, mais le banc mental. Celui qu'elle avait construit pièce par pièce au fil des années, à être mis en doute, rejeté et ignoré. Ce n'était pas son commencement, cela remontait à longtemps. C'était son arrivée, qu'il soit prêt ou non. Sa mère disait toujours qu'il y avait 2 sortes de silence dans le monde, celui qui symbolise la paix et celui qui annonce l'arrivée d'une tempête. Aubrey Murphy avait grandi en apprenant à faire la différence. Elle l'avait appris par les murmures, les regards en coin échangés entre les bancs d'église et en observant le comportement de sa mère lors des réunions du conseil municipal, même lorsqu'elle n'était pas invitée à prendre la parole. Il ne s'agissait jamais seulement de ce que les gens disaient. Il s'agissait de ce qu'ils ne disaient pas. Le silence dans leur minuscule appartement de Florence Street était lancinant, ni de colère, ni d'amertume, juste de fatigue. Sa mère, Marca, rentrait à la maison avec les chevilles enflées et un uniforme qui sentait le désinfectant au citron et les plateaux de cafétéria. Pourtant, elle restait assise avec Aubrey pendant des heures, à réviser des mots de vocabulaire. À l'époque, la voix de sa mère avait plus de poids que le reste du monde réuni. Il faut être plus que bien, ma puce. Il faut être indéniable. Aubrey ne l'oubliait jamais. Tandis que les autres jeunes s'enfuyaient en douce à des fêtes ou traînaient au centre commercial, Aubrey lisait les comptes rendus d'audience comme des bandes dessinées. Elle ne venait pas d'une lignée d'avocats, il n'y avait pas de diplôme de l'Ivy League encadré accroché au mur. Personne à qui demander des conseils pour l'examen du barreau. Mais elle avait autre chose, une soif de changement. Pas seulement de l'ambition, mais aussi de la résistance. Elle avait vu trop de gens dans son quartier se faire engloutir par un système qui ne mâchait même pas. Elle avait vu des enfants se faire exclure pour avoir exprimé leur frustration, tandis que d'autres ne recevaient que de sévères avertissements pour avoir vandalisé des biens scolaires. Elle a vu le cousin de sa meilleure amie purger 6 mois de prison pour vol à l'étalage, tandis qu'un autre garçon, un garçon blanc du centre-ville, s'en sortait avec une amende pour le même délit. Même semaine. Fin différente. Au lycée, c'était elle qui corrigeait les professeurs qui passaient sous silence les affaires judiciaires en cours d'administration. C'est elle qui était envoyée chez le directeur pour qu'il corrige le ton lorsqu'elle s'interrogeait sur la prédominance des classes de niveau avancé pour les élèves blancs. Elle tenait un tableau des sanctions disciplinaires juste pour prouver qu'il y avait une tendance. En terminale, la plupart des professeurs avaient peur de la contacter, non pas par impolitesse, mais parce qu'elle était prête. L'université était un nouveau champ de bataille. À Franklin State, elle était la seule femme noire de son séminaire de droit constitutionnel. Le professeur l'appelait toujours « Mademoiselle Murphy », avec juste ce qu'il fallait de condescendance pour lui rappeler qu'elle n'était pas censée être à l'aise. Lorsqu'elle obtint la meilleure note à son partiel, il suggéra qu'elle avait dû avoir recours à l'aide.
Lorsqu'elle réussit l'examen final avec brio, il ne dit rien du tout. Elle n'avait pas besoin de lui. Puis vint Yale, l'endroit dont elle avait rêvé. Pourtant, ce n'était pas un rêve. C'était un test. Chaque couloir, chaque cours, chaque conversation lui donnait l'impression de déambuler dans un labyrinthe conçu pour la désorienter et lui reprocher ensuite de s'être perdue. Ses camarades portaient ce privilège comme une seconde peau. Ils utilisaient avec désinvolture des termes comme « héritage » et « stage d'été », comme s'ils parlaient de ce qu'ils avaient mangé au déjeuner. Aubrey gardait la tête basse et aiguisait son esprit jusqu'à ce qu'il puisse percer l'acier. Elle n'allait pas à des fêtes, ne rejoignait pas de club de vin ni d'association de voile. Elle rejoignait plutôt la revue juridique, puis le Conseil pour l'équité raciale, où elle rédigeait des règlements. Un professeur l'a prise à part et lui a dit qu'elle se faisait un nom. Elle a souri et a dit « Bien. Je compte bien m'en servir. » Des années plus tard, debout sur le podium lors de la cérémonie de remise des diplômes en tant qu'oratrice choisie parce que ses pairs avaient voté pour elle, et non parce qu'elle l'avait demandé, où elle a regardé la mère de Rob et a dit ce que personne n'attendait. « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme de la première. Je veux qu'on se souvienne de celle qui a ouvert la porte si grande que personne n'a plus jamais eu à demander à entrer. » Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas polis, ils étaient sincères et mérités. Après ses études de droit, elle aurait pu aller n'importe où, dans de grands cabinets, à Washington, dans le secteur privé. Mais Aubrey a tout refusé. Elle voulait revenir, non pas par dette envers qui que ce soit, mais parce qu'elle voulait planter ses racines dans le même sol qui avait autrefois tenté de l'enterrer. Elle a rejoint le bureau du procureur et s'est occupée des affaires difficiles, les plus complexes. Elle a traqué les prédateurs sans relâche, nettoyé de vieux dossiers mal gérés pendant des années et refusé de plaider coupable juste pour gagner du temps. Elle n'a jamais crié au tribunal. Elle n'a jamais élevé la voix. Pourtant, sa présence a rempli la salle comme un tonnerre. Les gens ont commencé à s'en rendre compte. Puis le bureau du gouverneur a lancé un appel. Il cherchait quelqu'un pour occuper le siège laissé vacant par le départ à la retraite du juge Bransford, une figure emblématique de ce district, un conservateur respecté aux cheveux blancs, connu pour ses longues décisions et ses longs silences. Certains voulaient son image. D'autres voulaient du progrès. Le gouverneur voulait des résultats. Il a choisi Aubrey. Elle a dit oui, non pas pour elle-même, ni pour la gloire, mais parce qu'elle savait qu'un jour quelqu'un s'assoirait dans cette galerie et la verrait. Peut-être une fille avec des tresses et un blazer d'occasion. Peut-être un avocat commis d'office qui se sentait invisible. Peut-être simplement quelqu'un en quête de justice, sans condition. Il verrait son salut, et cela changerait tout. Maintenant, assise derrière le banc, caressant sa nuque comme un battement de tambour silencieux, Aubrey ne pensait plus à elle ni aux rafales du tribunal. Elle pensait plutôt à Marcia, sa mère, qui habitait toujours Florence Street, cumulait toujours 2 emplois, préparait toujours du thé sucré le dimanche comme si de rien n'était. Et d'une certaine manière, rien n'avait changé. Aubrey était toujours cette fille observant, apprenant, se construisant avec fougue et patience. Les portes du tribunal s'ouvrirent à nouveau. D'autres personnes s'infiltrèrent. La seconde moitié de la journée allait commencer, une affaire civile pour discrimination en matière de logement. Une nouvelle occasion de faire plus que statuer, une occasion de faire bouger les choses. Elle prit une grande inspiration, sentant tout le poids de son rôle peser sur sa colonne vertébrale, et fit un signe de tête à la greffière. « Faites-les entrer. » L'avis de formation a été diffusé le lundi suivant. Chaque agent de sécurité, greffier, huissier, concierge et membre du personnel affecté aux opérations judiciaires a dû assister à une nouvelle série de séances obligatoires intitulées Préjugés, hypothèses et la justice que nous promettons. Le titre n'était pas tape à accent grave l'œil. Il n'était pas censé l'être. Il était censé être permanent. Chuck Nelson a vu le courriel dès qu'il s'est assis avec son café. Il l'a lu une fois, l'a fait défiler, puis est revenu et l'a relu. Le mémo était court. Le texte n'était ni agressif ni condamnatoire, il était clair et direct. Il contenait même une phrase de la nouvelle juge Murphy elle-même, « La justice commence devant le tribunal. Elle commence par l'accueil qui nous est réservé à la porte. » Il resta immobile un instant, puis ferma l'email sans un mot. 2 jours plus tard, il se retrouva assis sur une chaise pliante dans la salle de conférence C, à regarder une présentation qui s'ouvrait sur un cadre fixe d'une caméra de sécurité, lui, la main sur sa ceinture, debout devant une femme noire devant le palais de justice. Pas de nom, pas de description. Juste l'image, sans légende et impitoyable. Il n'a pas dit un mot de toute la séance,
et c'était normal. Le silence avait sa place. Mais Aubrey ne s'intéressait pas à l'humiliation. Elle préférait le changement. La véritable histoire se déroulait ailleurs, à l'étage, dans la salle d'audience. Le rythme de la justice avait changé. Elle le voyait sur les visages qui apparaissaient, de jeunes étudiants en droit griffonnant des notes au dernier rang, des femmes plus âgées qui ressemblaient à sa mère, assistant à des audiences entières juste pour dire qu'elles avaient vu la scène. Elle le voyait chez les procureurs qui se préparaient plus minutieusement, les avocats de la défense qui n'essayaient plus de la couper, et les greffiers qui la regardaient dans les yeux lorsqu'ils remettaient les dossiers au lieu de les faire glisser sur la table. Elle ne portait pas seulement la robe, elle façonnait ce qu'elle signifiait. Un matin, entre deux audiences, un concierge nommé Arturo frappa doucement à sa porte ouverte. « Juge Murphy » demanda-t-il nerveusement, « je me demandais si vous pouviez, puis-je vous poser une question ?» Elle leva les yeux de ses notes et sourit. « Bien sûr. » Il entra lentement, sa casquette serrée dans ses mains. « Ma fille, elle a 15 ans, adore l'école, veut devenir avocate et je me demandais si elle pourrait, je ne sais pas, aller voir la salle d'audience un de ces jours ? Te regarder travailler. » Aubrey se leva. « Elle peut venir quand elle veut, et quand elle sera prête, je lui réserverai une place à côté de moi sur le banc. » Ses yeux se remplirent de larmes avant qu'il ne puisse les arrêter. Cet après-midi-là, Arturo resta au-delà de son service juste pour polir la plaque signalétique en laiton devant sa chambre. Il ne demanda rien, il le fit, tout simplement. Chaque semaine, de plus en plus de personnes venaient. Parfois pour le verdict. Parfois pour l'espoir. Mais le véritable changement est intervenu lentement, dans des moments comme celui où un jeune homme noir a été appelé à témoigner et dont la voix tremblait jusqu'à ce qu'elle se penche légèrement en avant et dise « Prenez votre temps. On vous entend ici. » Ou lorsqu'une femme âgée d'Asie du Sud-Est, qui avait du mal à parler anglais, a dû faire face à une audience d'expulsion et qu'Aubrey a fait une pause dans la salle pour s'assurer que les paroles de l'interprète étaient exactes avant de continuer. De petits moments, mais lourds. Dans chaque affaire qu'elle présidait, Aubrey rappelait au tribunal non pas par ses discours, mais par sa présence que la justice n'avait pas un seul visage. Elle était faite de vérité, de compassion et de conviction, le tout soutenu par la retenue. Les gens ont commencé à parler non pas dans les gros titres, même si c'est arrivé plus tard mais dans les salons de coiffure, les instituts de beauté, les cafés et les rames de métro. Les gens demandaient « Vous avez entendu parler du nouveau juge ?» suivi d'un sourire, d'une inclination vers l'avant et d'une lueur d'espoir dans la voix, un peu inédite. De retour à la maison, sa mère regardait chaque interview, chaque extrait d'actualité, chaque citation découpée et republiée en ligne. Elle les découpait aussi au papier, ciseaux et tout le reste et les glissait dans un album qu'elle conservait depuis qu'Aubrey avait fait la une du journal local pour avoir remporté un concours d'écriture municipale en CM2. Un soir, après la fin prématurée du procès, Aubrey se rendit en voiture à Florence Street. Elle n'appela pas à l'avance. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, l'odeur familière du nettoyant au citron et du gombo frit l'enveloppa avant tout le monde. Marcia leva les yeux du canapé, occupée à plier le linge et à regarder les rediffusions. « Regarde ce que le chat a ramené » taquina-t-elle en souriant. Aubrey laissa tomber son sac près de la porte et retira ses chaussures. « Longue journée » dit-elle en s'enfonçant dans le canapé à côté d'elle. Marcia lui tendit une serviette chaude du panier à linge. Pas un mot, juste ce même rythme qu'elles avaient toujours eu. « J'ai vu l'article » dit Marcia doucement au bout d'un moment. Celui où il vous qualifiait de « tempête silencieuse du tribunal ». Aubrey eut un sourire narquois. Ça aurait pu être pire. Ils ont failli m'appeler « Gavel Girl ». Ils éclatèrent tous les deux de rire. Marcia se pencha alors et posa sa main sur celle d'Aubrey. « Tu sais, ma belle, avant, je passais devant ce palais de justice sans même y jeter un coup d'œil. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas. Mais maintenant, parfois, je passe tout doucement, juste pour voir si quelqu'un comme moi ne me regarde pas. Et je leur dis que ma fille est là-haut. » Aubrey ravala des larmes inattendues. « Tu m'as construite. » « Non, » dit Marcia en lui serrant la main. « J'ai juste veillé à ce que le sol ne s'effondre pas sous toi. » Quand Aubrey revint au tribunal le lendemain matin, la lumière du couloir lui parut plus chaleureuse. Ou peut-être marchait-elle simplement plus droite. Elle sourit à la réceptionniste, qui évitait habituellement tout contact visuel. Elle fit un signe de tête à la jeune femme en tailleur trop grand pour sa silhouette, debout, nerveuse, avec une pile de dossiers. Aubrey marqua une pause, s'approcha et demanda doucement « Vous êtes réceptionniste aujourd'hui »
La fille hocha la tête, surprise. Aubrey sourit. Tu vas être formidable. Respire un bon coup. La fille expira comme si elle l'avait retenu pendant des jours. Les portes du tribunal s'ouvrirent. Aubrey entra et, pour la première fois, tous les regards dans la salle la fixèrent, non pas avec confusion, mais avec respect. Les portes ne s'étaient pas seulement ouvertes pour elle. Elles étaient désormais ouvertes à tous.